Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 rencontres terrifiantes avec des ours grizzly qui se sont terminées en tragédie. D'un photographe de nature indépendant attaqué par un ours à un gardien de zoo piégé avec un prédateur de 700 livres. Mais d'abord, commençons par la première histoire où l'excès de confiance d'un homme lui a coûté tout. C'était le 14 octobre 2016 et la cabane isolée de Harold Hal Bergstrom était nichée au cœur de la nature sauvage du Montana, à seulement 15 miles de la frontière est du parc national de Glacier. La structure rustique en rondins, entourée de pins imposants et de trembles dorés touchés par le gel précoce de l'automne, était le sanctuaire de Harold depuis 8 ans, depuis que sa femme bien-aimée, Margaret, avait perdu sa bataille contre le cancer. À 60 ans, le garde forestier à la retraite avait choisi l'isolement complet plutôt que les souvenirs douloureux de leur maison de banlieue, trouvant du réconfort dans la même nature sauvage qu'il avait protégée pendant plus de 3 décennies. Les mains usées de Harold bougeaient méthodiquement alors qu'il fendait du bois derrière sa cabane, le bruit rythmique de sa hache résonnant à travers la vallée silencieuse. La première chute de neige significative de la saison était arrivée de manière inattendue, recouvrant les sommets environnants d'un blanc immaculé et annonçant l'approche d'un hiver rigoureux dans le Montana. La cabane elle-même reflétait l'indépendance obstinée de Harold et son mépris pour ce qu'il considérait comme des précautions inutiles. Contrairement aux propriétés voisines, sa maison ne disposait pas de mesures adéquates de protection contre les ours. Pas de portes renforcées, pas de conteneurs à ordures résistants aux ours et pas de clôtures électriques. Harold considérait ces précautions comme des signes de faiblesse, croyant que sa connaissance du comportement animal le rendait immunisé contre les dangers qui menaçaient les gens ordinaires. Cet après-midi-là, Harold fumait du saumon dans sa cuisine, l'arôme riche remplissant sa maison alors qu'il préparait ses réserves de protéines pour l'hiver. Le parfum dérivait dans l'air de la montagne, porté par des vents changeants à travers des kilomètres de nature sauvage où l'un des prédateurs les plus puissants de la nature commençait ses préparatifs finaux pour l'hibernation hivernale. Les grizzlies sont parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord, avec des mâles adultes pesant entre 600 et 800 livres et possédant la force de renverser des automobiles. Ces énormes omnivores peuvent courir jusqu'à 56 km/h malgré leur masse et leur odorat est 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse, leur permettant de détecter des sources de nourriture à des kilomètres de distance. Pendant la fin de l'automne, les grizzlies entrent dans un état appelé hyperphagie, consommant jusqu'à 20 000 calories par jour pour constituer des réserves de graisse pour l'hibernation hivernale. Alors que le soir approchait, Harold ouvrit sa porte arrière pour créer un courant d'air tout en transportant des brassées de bois fendus dans sa cabane. Ce que Harold ne réalisait pas, c'est qu'un énorme grizzly mâle de 800 livres suivait l'odeur du saumon depuis plus de 2 miles, attiré par la promesse d'un repas facile. Lors de son dernier passage à l'intérieur, il se dirigea vers la cuisine pour préparer du café, complètement inconscient que l'énorme grizzly s'était approché de sa propriété et enquêtait maintenant sur les odeurs alléchantes émanant de sa porte ouverte. Harold découvrit l'intrus lorsqu'il retourna dans son salon et trouva le grizzly de 800 livres détruisant systématiquement sa cuisine. Les placards étaient ouverts, leur contenu éparpillé sur le sol, tandis que les puissantes griffes de l'ours avaient déchiqueté les paquets et les contenants dans sa recherche de nourriture. La formation militaire de Harold s'est activée alors qu'il évaluait la situation, mais ses décennies d'expérience avec de plus petits ours noirs l'ont conduit à faire une erreur fatale. Il a commencé à frapper des casseroles en métal ensemble et à crier de toutes ses forces, des tactiques qui avaient réussi à éloigner les ours noirs par le passé. L'ours massif a levé la tête du réfrigérateur et a fixé ses petits yeux sombres sur Harold. Au lieu de battre en retraite, le langage corporel du grizzly est passé à une pure agressivité. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne, ses épaules massives se voûtèrent vers l'avant et ses lèvres se retroussèrent pour révéler des canines de 110 cm conçues pour broyer les os. Harold réalisa son erreur et se dirigea vers le râtelier mural où son fusil de chasse 306 l'attendait, mais le couloir étroit qui avait semblé confortable pendant 8 ans de vie solitaire devenait maintenant un piège mortel.
L'ours traversa la pièce avec une rapidité surprenante, réduisant la distance avant que Harold ne puisse correctement épauler le fusil. L'impact le projeta en arrière dans le salon, la force le plaquant au sol et lui arrachant l'arme des mains. Ses côtes cédèrent sous le poids de l'ours avec un craquement humide, alors qu'une patte massive s'enfonçait dans sa poitrine. Les mâchoires de l'ours se refermèrent sur le côté de son crâne d'une seule morsure puissante, avec assez de force pour provoquer un effondrement neurologique immédiat. Ce qui suivit fut mécanique et concentré. L'ours laboura le torse de Harold de ses griffes avec la même détermination qu'il avait montrée en traversant la cuisine, ne réagissant au mouvement que le temps de l'écarter de son chemin vers la nourriture. Le comportement de l'animal est resté cohérent avec une intrusion conditionnée par la nourriture et non une chasse prédatrice active. Le corps de Harold a été découvert 3 jours plus tard lorsque son voisin, le rancher Bill Morrison, est venu le voir après avoir remarqué que Harold n'avait pas récupéré son courrier. Les agents de la faune ont suivi l'ours pendant 2 jours, le tranquillisant finalement près d'un lit de ruisseau à 8 km de la cabane. En raison de l'attaque mortelle confirmée, l'animal a été euthanasié sur place conformément à la politique de la faune de l'État. La mort de Harold a suscité de nouvelles discussions sur les exigences de protection contre les ours pour les propriétés isolées. Mais Harold n'était pas la seule personne dont l'expertise a échoué face à un grizzly. En Alaska, la quête d'un photographe de nature pour la photo parfaite a conduit à une rencontre mortelle avec une mère protectrice et ses petits. C'était le 7 juin 2015 et la nature sauvage immaculée du parc national de Katmai en Alaska bourdonnait de l'activité de la saison de pointe du saumon. La rivière Brooks, célèbre pour ses spectaculaires occasions d'observer les ours bruns, attirait des photographes et des touristes du monde entier, venus assister à l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature. Elena Vasquez s'était installée le long de la rive à l'aube, son équipement photographique professionnel étalé sur une bâche imperméable alors qu'elle se préparait pour ce qu'elle espérait être une séance photo déterminante pour sa carrière. À 34 ans, Elena était une photographe de nature indépendante d'Anchorage qui avait du mal à s'imposer dans le monde compétitif de la photographie animalière. Son récent divorce l'avait laissée en difficulté financière et désespérée de capturer des images primées qui pourraient bien propulser sa carrière au niveau supérieur. Elle photographiait des ours depuis 3 ans, construisant progressivement un portfolio prometteur, mais manquant de l'impact dramatique nécessaire pour attirer des contrats avec de grands magazines. La confiance d'Elena dans l'interprétation du comportement des ours avait grandi avec chaque séance photo réussie, l'amenant à prendre des risques de plus en plus audacieux pour obtenir des clichés uniques. Cette confiance, combinée à la pression financière et à l'ambition artistique, s'avérerait être une combinaison mortelle. Les ours bruns côtiers sont parmi les plus grands prédateurs terrestres du monde, les femelles adultes pesant entre 400 et 600 livres. Pendant la saison du saumon, ces énormes omnivores se rassemblent dans des lieux de pêche privilégiés, où ils peuvent consommer jusqu'à 30 saumons par jour, accumulant des réserves de graisse cruciales pour l'hibernation hivernale. Les mères ours, avec leurs petits, sont particulièrement dangereuses pendant cette période, car elles doivent protéger leur progéniture tout en rivalisant avec des mâles plus grands pour les meilleurs endroits de pêche. Leurs instincts protecteurs sont exacerbés à des niveaux extrêmes, et elles attaqueront toute menace perçue pour leurs petits sans avertissement. Ce matin-là, Elena avait photographié une ours avec 2 oursons d'1 an alors qu'ils pêchaient dans les rapides peu profonds. La femelle de 600 livres était une pêcheuse expérimentée, enseignant à ses oursons les techniques dont ils auraient besoin pour survivre seuls. Elena avait initialement respecté la distance requise de 50 yards fixée par les règlements du parc pour l'observation des ours bruns, mais à mesure que la lumière changeait et que la scène devenait plus photogénique, elle a commencé à se rapprocher, réduisant finalement l'écart à seulement 30 yards. Son désespoir financier a pris le pas sur sa formation en sécurité alors qu'elle se rapprochait progressivement des ours en train de pêcher. La mère ours montrait un langage corporel de plus en plus agité à mesure qu'Elena s'approchait, mais la photographe était tellement concentrée sur le viseur de son appareil photo qu'elle a manqué les signes d'avertissement. Elena a continué son approche jusqu'à se trouver à moins de 30 yards de la famille d'ours, bien plus près que ce que les règlements du parc autorisaient et bien à l'intérieur de la zone de défense critique de la mère ours.
La réaction de la femelle a été immédiate et purement défensive. Comme la plupart des rencontres avec des ours bruns impliquant des oursons, l'objectif était de neutraliser une menace perçue aussi rapidement que possible plutôt que de chasser ou de se nourrir. La mère ours de 600 livres a chargé avec une vitesse explosive, couvrant les 30 yards qui les séparaient en moins de 3 secondes. Elena leva les yeux de son viseur juste à temps pour voir 600 livres de muscles se diriger vers elle avec une efficacité implacable. Elle essaya de courir, mais trébucha immédiatement sur son matériel photo éparpillé, tombant face contre terre sur la rive rocheuse. Les pattes massives de la mère ours frappèrent le dos d'Elena avec suffisamment de force pour fracturer les os, la projetant sur le sol rocailleux tandis que ses griffes lacéraient son torse. Les mâchoires de l'ours se refermèrent sur la tête et le cou d'Elena, ses canines de 10 cm perçant l'os du crâne et sectionnant les artères principales. La mère protectrice a concentré le contact sur la tête et le torse, utilisant son poids pour l'immobiliser tandis que les mâchoires travaillaient avec une précision mécanique. Toute la séquence d'attaque a duré moins d'1 minute avant que la femelle ne guide immédiatement ses petits loin de la zone. D'autres photographes ont été témoins de l'incident depuis la distance de sécurité requise, mais n'ont pu que demander de l'aide et documenter les conséquences de la violation des protocoles de distance. Elena est morte de traumatisme massif avant que les gardes forestiers ne puissent arriver sur le site isolé. La mère ours et ses petits ont été surveillés mais pas déplacés, car l'attaque avait eu lieu en raison d'une erreur humaine en violant les protocoles de sécurité établis. La mort d'Elena est devenue une mise en garde sur les dangers de privilégier la vision artistique au détriment de la sécurité personnelle dans la photographie animalière. L'enquête a révélé qu'Elena avait été avertie à plusieurs reprises par les gardes forestiers de maintenir des distances appropriées avec les ours, mais la pression financière et l'ambition artistique l'avaient poussée à prendre des risques de plus en plus dangereux. Sa mort a entraîné un nouvel accent sur l'éducation à la sécurité pour les photographes animaliers et une application plus stricte des règlements de distance dans les parcs nationaux. Mais même les professionnels expérimentés n'étaient pas à l'abri des rencontres mortelles avec les grizzlies. À Seattle, la routine matinale d'un gardien de zoo s'est transformée en cauchemar lorsqu'une panne mécanique l'a piégé avec 320 kilos de prédateurs de sommet. C'était le 22 mars 2017 et l'installation privée de faune sauvage à la périphérie de Seattle commençait une autre journée chargée de soins aux animaux et d'éducation du public. L'air du matin était vif et rempli des sons des animaux qui s'éveillaient alors que les membres du personnel arrivaient pour commencer leur routine quotidienne. Marcus Thompson, un gardien de zoo de 29 ans avec 6 ans d'expérience de travail avec de grands mammifères, se préparait pour ce qui aurait dû être une séance d'alimentation de routine avec Kodiak, le grizzly mâle de 318 kg de l'établissement. Marcus s'était forgé une réputation grâce à son respect strict des protocoles de sécurité et à son approche calme et méthodique du travail avec des animaux dangereux. Ses collègues respectaient son expertise et son comportement posé, des qualités qui lui avaient valu une promotion vers le poste de chef du département des carnivores. Marcus était fiancé à Sarah, une collègue gardienne de zoo qui travaillait avec la collection de primates de l'établissement, et ils planifiaient leur mariage pour le printemps suivant. L'exposition de grizzly au centre de la faune était bien entretenue, avec plusieurs zones de confinement, des systèmes de portes automatisées et des mesures de sécurité conçues pour prévenir exactement le type d'accident qui allait se produire. Marcus avait travaillé avec Kodiak pendant plus de 2 ans et avait développé ce qu'il croyait être une compréhension professionnelle des comportements et du tempérament du massif ours. Kodiak était un ours secouru qui avait été amené à l'installation en tant qu'ourson orphelin après que sa mère ait été tuée par des braconniers en Alaska. Maintenant pleinement développé à 318 kg, il était un spécimen impressionnant qui servait d'ambassadeur pour son espèce tout en vivant dans un confort captif. Les ours grizzly en captivité conservent tous leurs comportements et instincts naturels, y compris de puissants instincts territoriaux et des réactions défensives face aux menaces perçues. Même les ours élevés depuis leur plus jeune âge peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu'ils sont surpris ou lorsqu'ils sentent que leur territoire est envahi.
Leur force incroyable, leur vitesse et leurs instincts de prédateurs en font parmi les animaux les plus dangereux de toute collection zoologique, nécessitant une vigilance constante et plusieurs systèmes de sécurité pour prévenir les accidents. Ce matin-là, Marcus a suivi sa routine établie de vérification des systèmes automatisés qui contrôlaient l'accès entre l'exposition extérieure de Kodiak et ses zones de détention intérieure. L'écran de l'ordinateur indiquait que Kodiak était sécurisé dans sa zone de confinement, permettant à Marcus d'accéder en toute sécurité à l'exposition principale pour le nettoyage et la préparation de la nourriture. Ce que Marcus ne savait pas, c'est qu'une défaillance mécanique dans le système de porte avait permis à Kodiak de retourner à l'exposition principale sans déclencher les alertes de sécurité. Marcus est entré dans l'enclos en portant du foin frais et le repas du matin de Kodiak, complètement inconscient que le massif ours était présent dans l'enclos. Marcus commença à étaler du foin près de la zone d'alimentation, le dos tourné vers la formation rocheuse où Kodiak se reposait. Kodiak apparut silencieusement derrière les grands rochers, sa silhouette massive se déplaçant avec une discrétion surprenante à travers le sol de l'exposition. Marcus se retourna pour se retrouver face à face avec 320 kilos de prédateurs de sommet dans un espace clos sans issue. Kodiak chargea avec une force dévastatrice, son corps massif couvrant la distance entre eux en quelques secondes. Marcus a essayé d'utiliser une brouette comme barrière, mais le corps de 320 kilos de l'ours a traversé l'obstacle comme s'il était en papier. Les énormes pattes de Kodiak frappèrent Marcus à la poitrine, le projetant en arrière contre le mur de béton de l'exposition avec un impact écrasant. Les mâchoires massives de l'ours se refermèrent sur l'épaule et le cou de Marcus, ses dents canines de 10 cm perçant muscles et os, tandis que sa puissante force de morsure écrasait des structures vitales. La réaction de Kodiak fut immédiate et explosive. Au lieu d'une attaque prolongée ou motivée par la nourriture, il délivra de courtes et puissantes poussées d'agression, frappant chaque fois que Marcus tentait de bouger ou de se protéger. Chaque impact était une réaction territoriale plutôt qu'une prédation, visant à éliminer ce que l'ours percevait comme un intrus dans son espace. L'équipe d'intervention d'urgence de l'installation est arrivée en quelques secondes, mais la conception de l'exposition empêchait un tir clair sans risquer de toucher Marcus. L'équipe vétérinaire a déployé du matériel de tranquillisation, mais Marcus avait déjà subi des blessures mortelles lors de l'attaque brève mais dévastatrice. Marcus est mort de ses blessures, malgré la réponse immédiate de ses collègues et du personnel médical d'urgence. L'incident a déclenché une enquête approfondie de l'OSHA et une couverture médiatique régionale. Les responsables de l'établissement ont tenu des conférences de presse d'urgence tout en faisant face à un examen public intense et à d'éventuelles poursuites de la part de la famille de Marcus. Conformément au protocole standard pour les décès de gardiens impliquant des animaux dangereux, Kodiak a été euthanasié quelques heures après l'attaque. L'incident a entraîné une refonte complète des systèmes et protocoles de sécurité de l'établissement avec de nouvelles mesures redondantes mises en place pour prévenir des défaillances mécaniques similaires. L'enquête a révélé que la défaillance du système de porte était causée par un bug logiciel qui n'avait pas été détecté lors des vérifications de maintenance de routine. La mort de Marcus est devenue un catalyseur pour l'amélioration de la technologie et les protocoles de sécurité dans les installations privées de faune à travers le pays, garantissant que sa perte tragique aiderait à protéger les futures générations de professionnels du soin des animaux. Mais les défaillances mécaniques n'étaient pas la seule façon dont les rencontres avec les grizzlies devenaient des mortels. À Yellowstone, le refus d'une campeuse de suivre les règles de sécurité de base a conduit à une attaque nocturne qui lui a coûté la vie devant son petit ami horrifié. C'était le 19 août 2014 et le camping désigné dans l'arrière-pays du parc national de Yellowstone s'installait dans le calme paisible d'une soirée d'été. Rebecca « Becca » O'Sullivan et son petit ami, Jake, avaient installé leur tente dans un emplacement de choix, entouré de pins majestueux et à quelques pas d'un ruisseau de montagne cristallin. L'infirmière de 26 ans de Denver célébrait leur 2e anniversaire avec ce qui devait être une aventure de camping romantique dans l'une des plus belles régions sauvages d'Amérique. Becca était une randonneuse expérimentée qui avait conquis de nombreux sommets du Colorado, mais camper dans le pays des grizzlies était un nouveau territoire pour elle.
Son indépendance obstinée et son aversion pour qu'on lui dise quoi faire avaient créé des tensions avec Jake tout au long de leur relation. Et ce voyage de camping ne faisait pas exception. Malgré les avertissements répétés de Jake concernant les protocoles de sécurité contre les ours, Becca avait insisté pour apporter des articles de toilette parfumés, des collations et d'autres objets aromatiques dans leur tente. Le couple avait passé la journée à randonner à travers des paysages de montagnes spectaculaires, à photographier la faune et à profiter de la nature vierge qui a rendu Yellowstone célèbre. Alors que le soir approchait, Jake avait essayé une fois de plus de convaincre Becca de ranger leur nourriture et les articles parfumés dans les conteneurs à l'épreuve des ours fournis par le service du parc. Becca a rejeté ses préoccupations comme de la paranoïa, insistant sur le fait que les ours avaient plus peur des humains que les humains des ours. Le parc national de Yellowstone se trouve au cœur d'un écosystème plus vaste de 22 millions d'acres qui abrite plus de 1000 grizzlies. Environ 150 à 200 de ces ours ont des territoires qui chevauchent directement les limites du parc et beaucoup ont appris à associer les campings humains à des opportunités faciles de calories. Les jeunes ours mâles sont particulièrement dangereux car ils sont souvent désespérés de trouver des calories et prêts à prendre des risques que les ours plus âgés et plus expérimentés éviteraient. Leur puissant sens de l'odorat peut détecter les odeurs de nourriture à des kilomètres, les attirant directement vers des campings mal sécurisés. Cette nuit-là, Becca et Jake se sont installés dans leur tente avec un faux sentiment de sécurité, entourés par les sons paisibles de la nature. Becca avait caché des barres énergétiques, du mélange montagnard et des articles de toilette parfumés dans son sac de couchage, convaincue que les fines parois en nylon de leur tente offriraient une protection adéquate contre toute faune curieuse. Jake avait renoncé à discuter avec elle, mais son malaise l'empêchait de tomber dans un sommeil profond. Vers 2 heures du matin, un jeune grizzly mâle pesant environ 400 livres s'est approché de leur campement, attiré par les odeurs concentrées émanant de leur tente. L'ours subadulte était dans sa 3e année d'indépendance vis-à-vis de sa mère et apprenait encore à naviguer dans le monde complexe de la recherche de nourriture tout en évitant les ours plus grands et plus dominants. Son besoin désespéré de calories l'avait poussé à explorer les campements humains malgré sa méfiance naturelle. L'ours a commencé à inspecter leur tente en reniflant autour du périmètre, son puissant nez détectant facilement les odeurs concentrées de nourriture provenant de l'intérieur. Lorsque le doux griffage des parois de la tente ne permit pas d'accéder aux sources de nourriture, le jeune grizzly commença à utiliser ses griffes pour déchirer le tissu en nylon. Le bruit du tissu qui se déchire et la respiration lourde à quelques centimètres de leur tête réveillèrent instantanément les 2 campeurs. Jake reconnut immédiatement la situation et commença à parler d'une voix calme et basse, tout en atteignant lentement leur spray anti-ours. Sa formation lui avait appris à éviter les mouvements brusques et les bruits forts qui pourraient déclencher une attaque. Mais la réaction de Becca fut exactement l'opposé. La panique a pris le dessus sur sa pensée rationnelle et elle a crié en se précipitant vers la sortie de la tente. Le mouvement soudain de Becca et ses vocalisations bruyantes ont déclenché une réponse de poursuite, changeant le comportement de l'ours d'une simple recherche de nourriture à une poursuite énergique, motivée par le mouvement et l'opportunité plutôt que par une véritable intention prédatrice. Elle a jailli de la tente et a commencé à courir vers la lisière des arbres. L'ours a rattrapé Becca à moins de 20 mètres de leur campement, ses puissantes pattes dépassant facilement sa course désespérée. Ses pattes massives frappèrent de son dos avec une force écrasante, la faisant tomber face contre terre sur le sol rocailleux, tandis que son poids la maintenait sous son énorme corps. Les mâchoires de l'ours se refermèrent tôt sur le cou et les épaules de Becca, ses dents perçant des structures vitales tandis que ses griffes lacéraient son torse. Jake sortit de la tente avec leur spray anti-ours et commença à faire du bruit tout en lançant des pierres et du matériel de camping sur l'ours attaquant. Ses efforts désespérés pour distraire le grizzly eurent un effet limité, car l'ours était maintenant pleinement engagé dans son attaque contre Becca. L'inexpérience du jeune mâle le rendait plus imprévisible et dangereux qu'un ours plus âgé aurait pu l'être. D'autres campeurs dans la région ont été réveillés par les cris de Becca et les appels à l'aide de Jake. Plusieurs sont arrivés avec des bombes anti-ours supplémentaires et des fusées de détresse, créant suffisamment de vacarme pour finalement éloigner le jeune grizzly du corps immobile de Becca.
L'ours s'est retiré dans l'obscurité, laissant derrière lui une scène de dévastation qui entrait les témoins pendant des années. Becca avait subi des blessures catastrophiques au cou, au torse et aux membres pendant l'attaque brève mais violente. Malgré la réponse rapide des autres campeurs et l'arrivée des gardes forestiers, elle est morte d'une perte de sang massive pendant l'évacuation en hélicoptère vers le centre de traumatologie le plus proche. Le jeune grizzly a été suivi et relocalisé dans une zone reculée du parc, car son comportement était considéré comme typique d'un ours conditionné par la nourriture plutôt que anormalement agressif. L'enquête a révélé que la violation par Becca des règlements de stockage des aliments avait directement contribué à la rencontre fatale. Le camping a été temporairement fermé et les responsables ont affiché des avis de danger pour avertir les autres visiteurs de l'arrière-pays. Sa mort a entraîné un nouvel accent sur l'éducation à la sécurité face aux ours et une application plus stricte des exigences de stockage des aliments dans tout Yellowstone. Jake a eu besoin d'un suivi psychologique intensif pour faire face au traumatisme d'avoir été témoin de l'attaque et de son incapacité à sauver la femme qu'il aimait. La tragédie est devenue un rappel puissant que les règles de sécurité en milieu sauvage existent pour des raisons cruciales et que même les amateurs de plein air expérimentés peuvent être victimes de l'excès de confiance et de mauvaises décisions. La mort de Becca a souligné l'importance de suivre les protocoles établis, même lorsqu'ils semblent inutiles ou excessivement prudents. Mais le stockage de la nourriture n'était pas le seul facteur pouvant mener à des rencontres mortelles avec des grizzlies. Dans le Montana, un mauvais virage et une réaction paniquée d'un randonneur lui coûteraient la vie lorsqu'il est tombé sur un ours en train de se nourrir dans son territoire. C'était le 5 septembre 2013. Et l'arrière-pays accidenté du parc national de Glacier s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, alors que David Chen avançait sur ce qu'il croyait être le réseau de sentiers établis. L'ingénieur logiciel de 38 ans de Seattle en était à son 3e jour de sa première aventure de randonnée en solitaire. Un voyage qu'il avait planifié pour reconstruire sa confiance et son indépendance après un divorce difficile. L'air d'automne était vif et clair, avec des trembles dorées offrant un décor magnifique au sommet imposant qui l'entourait. L'inexpérience de David en matière de navigation dans la nature l'avait égaré du système de sentiers balisés, bien qu'il ne soit pas conscient de son erreur alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans un territoire non balisé. Sa préparation minimale et sa confiance excessive en sa capacité à gérer les défis que la nature pourrait présenter l'avaient déjà mis dans une situation dangereuse qui allait devenir mortelle. Son sac à dos contenait du matériel de camping de base, mais manquait d'équipements essentiels de sécurité contre les ours, comme un spray anti-ours ou des conteneurs appropriés pour stocker la nourriture. David avait rejeté ces précautions comme une paranoïa inutile, croyant que son intelligence et ses compétences en résolution de problèmes urbains suffiraient à gérer toute rencontre avec la faune. Cette dangereuse confiance excessive s'avérerait fatale lorsqu'il se retrouva dans une situation nécessitant une expertise immédiate en milieu sauvage. Le sentier non balisé que David suivait serpentait à travers une forêt dense et un terrain rocheux qui offrait un habitat parfait pour les grizzlies qui peuplaient le parc national de Glacier. Il avait marché pendant plusieurs heures sans voir d'autres humains, une solitude qu'il trouvait à la fois exaltante et légèrement inquiétante. Le silence de la profonde nature sauvage n'était interrompu que par ses pas et le cri occasionnel d'oiseaux lointains. Les ours grizzlies sont des mangeurs opportunistes qui défendront agressivement leur source de nourriture, surtout pendant les mois d'automne, lorsqu'ils accumulent des réserves de graisse pour l'hibernation hivernale. Un ours qui a revendiqué une grande carcasse restera souvent dans la zone immédiate pendant des jours, repoussant tout concurrent ou menace potentielle. Les grizzlies femelles sont particulièrement agressives lorsqu'elles défendent des sources de nourriture, car elles doivent consommer suffisamment de calories pour survivre à l'hibernation et potentiellement allaiter des petits le printemps suivant. David a tourné un virage sur le sentier et s'est retrouvé face à face avec une grizzly femelle de 500 livres se nourrissant d'une carcasse de cerf à seulement 30 yards devant. La massive femelle était tellement concentrée sur son repas qu'elle n'avait pas détecté son approche. Mais dès que David est apparu dans son champ de vision, son comportement a complètement changé, passant d'une alimentation calme à une défense territoriale agressive.
Les oreilles de l'ours se sont aplaties contre son crâne alors qu'elle se dressait de toute sa hauteur, ses épaules massives se voûtant en un classique geste de menace. David se figea sur place, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de comprendre la réalité de rencontrer l'un des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord à courte distance. Son manque d'expérience en milieu sauvage le laissait complètement démuni face à la décision en une fraction de seconde qui déterminerait s'il vivrait ou mourrait. Au lieu de reculer lentement en évitant le contact visuel direct, David resta immobile pendant plusieurs secondes cruciales avant que sa panique ne submerge sa pensée rationnelle. Il se retourna soudainement et commença à courir à toute vitesse sur le sentier, son lourd sac à dos rebondissant violemment alors qu'il se frayait un chemin à travers les broussailles dans une fuite désespérée. Le mouvement soudain de David déclencha une réponse de poursuite à haute intensité, changeant le comportement de l'ours de la garde d'une source de nourriture à l'élimination immédiate de la menace, motivée par le mouvement et la proximité plutôt que par une intention prédatrice. Elle s'élança instantanément, ses puissantes pattes la propulsant à travers la forêt avec une vitesse qui effaça l'avance de David en quelques secondes. L'ours a rattrapé David à moins de 50 mètres, ses énormes pattes frappant son dos avec une force écrasante qui l'a envoyé rouler face contre terre sur le sentier rocailleux. Son sac à dos a absorbé une partie de l'impact initial, mais le corps de 250 kg de l'ours l'a rapidement cloué au sol tandis que ses griffes acérées commençaient à lacérer son torse et ses membres. Les puissantes mâchoires du grizzly se refermèrent sur le dos et les épaules de David, ses crocs de 10 cm perçant muscles et os, tandis que la force de sa morsure écrasait des structures vitales. David a essayé de protéger ses organes vitaux en se recroquevillant en boule, mais ses mouvements n'ont fait qu'intensifier l'attaque de l'ours, car tout mouvement était perçu comme une nouvelle menace pour sa source de nourriture. L'attaque elle-même a duré moins d'une minute, mais chaque fois que David essayait de bouger, l'ours revenait frapper à nouveau avant de revenir pour garder la carcasse. Ses énormes griffes ont ouvert de profondes entailles sur le dos, les bras et les jambes de David, tandis que ses mâchoires puissantes infligeaient des blessures écrasantes à son torse et à son cou. Les luttes de David s'affaiblissaient progressivement alors que la perte massive de sang et le traumatisme submergeaient en son système. La grizzly de 500 livres est finalement retournée à sa carcasse de cerf, laissant le corps sans vie de David sur le sentier où il était tombé. L'ours est resté dans la zone immédiate pendant plusieurs jours supplémentaires, continuant à se nourrir de sa proie initiale tout en examinant occasionnellement les restes de David. Son comportement territorial a éloigné les autres charognards des deux sources de nourriture. Le corps de David a été découvert par les équipes de recherche et de sauvetage 2 jours plus tard lorsqu'il n'a pas signalé sa présence à la station de rangers désignée. L'opération de récupération a nécessité une coordination minutieuse avec les responsables de la faune pour assurer la sécurité du personnel de sauvetage, car la grizzly défendait toujours son territoire dans la zone immédiate. L'ours a été surveillé mais pas déplacé, car les responsables de la faune ont déterminé qu'elle défendait une source de nourriture naturelle dans son territoire établi. La mort de David a été attribuée à une erreur humaine dans les protocoles de navigation et de rencontre avec la faune. L'incident a incité à mettre de nouveau l'accent sur l'éducation à la sécurité en milieu sauvage et l'importance d'une préparation adéquate pour les voyages en solitaire dans l'arrière-pays. La mort tragique de David a souligné l'importance cruciale de l'expérience en milieu sauvage et de l'équipement de sécurité approprié lors d'une aventure en territoire de grizzly. Son excès de confiance et son manque de préparation l'avaient mis dans une situation où une seule mauvaise décision s'est avérée fatale, rappelant sobrement que la nature sauvage exige respect et expertise de tous ceux qui pénètrent dans son domaine. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la vidéo suivante qui vous montrera pourquoi les prédateurs de sommet restent l'une des forces les plus dangereuses de la nature.